Bonjour à tous. Vous savez certainement que Dieu nous ordonne de respecter la vie corporelle du prochain, d'autrui, en refusant donc tout meurtre d'un innocent. Tu ne tueras pas est certainement l'un des commandements les mieux connus, mais c'est aussi, remarquez-le, l'un des commandements les plus bafoués par les hommes et par les États en particulier. Les États sans Dieu, évidemment. Les hommes sans Dieu, évidemment. Parce que les États sans Dieu, tuent sans aucun scrupule des innocents, de tout âge, de toute condition. Combien de gouvernements, d'États, pour des politiques stupides, de grandeur temporelle ou de puissance financière, ont promu des projets qui ont entraîné la mort de centaines de millions de personnes, d'innocents. Tous les États aujourd'hui légalisent, remboursent même l'assassinat de centaines de milliers d'enfants innocents par avortement. Et la fausse pandémie a même été l'occasion pour l'État de faciliter les crimes d'IVG, donc interruption volontaire de grossesse, et d'IMG, interruption médicale de grossesse. Mais interruption voulant dire ici tuer, parce qu'on ne peut pas recommencer. Quand on interrompt la vie, c'est fini. Donc aujourd'hui, une femme, sans aucun motif médical, peut tuer son enfant jusqu'à sa 14e semaine. C'est comme ça. Mais si elle se déclare en détresse psychosociale, la République lui accorde de tuer son enfant jusqu'au 9e mois. Donc c'est tout. Voilà, c'est ça la morale, c'est la morale républicaine. On peut tuer son enfant, et selon les cas, ce sera 14 semaines ou 9 mois. La plupart des États, en prenant le visage d'une fausse piété et d'une fausse nécessité, permettent aussi de tuer des personnes âgées, plus les enfants maintenant, c'est les vieux, ou les personnes handicapées. Le 29 mars, par décret, le gouvernement autorise l'usage de médicaments de soins palliatifs. Parmi eux, le Rivotril et le Midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les EHPAD. Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Voilà, ça c'était notre colère. On nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. C'était des injonctions paradoxales. J'ai pas le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes. Par contre, je suis autorisée à les faire partir en douceur, comme ils disent. Je suis encore choquée. Je suis choquée par ça. Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite pour que... C'est insupportable. Et bien des médecins ont attiré l'attention sur le fait que de graves maladies au dénouement fatal ont souvent eu pour cause des chagrins, des expériences douloureuses. Donc un manque d'amour peut très vite devenir un péché contre la santé et contre la vie d'autrui, et des vieillards en particulier. C'est pourquoi Dieu nous a dit non seulement de ne pas tuer notre prochain, mais encore de l'aimer comme soi-même. Mais l'État sans Dieu et contre le Christ ne l'entend pas de cette oreille. Pour la République marchande, tout cela, bien sûr, c'est de l'obscurantisme. Les commandements de Dieu, c'était pour avant. Il n'y a pas eu que des décès dus au Covid. Il y a eu beaucoup de décès de personnes âgées qui sont mortes de chagrin, qui sont mortes de l'isolement. Moi, j'en ai vu plusieurs qui m'ont dit « j'ai plus envie, j'arrête ». Ils le formulent, j'en ai marre, j'arrête. Et ils sont arrêtés de manger et de boire, et malgré les perfusions et malgré tout, ils se sont laissés mourir. Ceux-là, au bout de 15 jours, ils sont partis, eux, ils n'avaient pas le Covid, mais ils sont morts. Ils sont morts de chagrin, tout seuls. Alors tous ces crimes sont des péchés graves qui nuisent aux hommes et qui offensent la majesté et la souveraineté de Dieu. Dieu seul est le maître de la vie et de la mort. C'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre, dit notre Seigneur, dit Dieu au livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 39. La vie est donc un don de Dieu. On peut certes, et on doit même l'offrir, la donner, cette vie, la sacrifier, en imitation du Christ, par amour de ceux que l'on aime, mais on ne peut pas la gaspiller inutilement, on ne peut pas la perdre sans raison grave. On n'a pas le droit de détruire ce don. C'est pourquoi le suicide est un péché grave. Le suicide est un péché grave. Oui. On n'a pas le droit de détruire ce don. Et on a aussi le devoir de protéger ce don. Et c'est pourquoi la légitime défense est un droit naturel et divin.
pour sauver sa propre vie, ou celle des siens, ou celle d'un innocent, eh bien on peut, par légitime défense, user de tous les moyens appropriés, nécessaires et proportionnés, évidemment. Donc s'il le faut, un innocent, injustement attaqué, peut tuer son injuste agresseur. Et on peut en venir à cette extrémité quand les biens à défendre sont d'une nécessité vitale, ou dont la perte serait irréparable, comme la virginité. Et bien donc ces biens sont comme la vie, donc la liberté personnelle, la virginité, je l'ai dit, les moyens nécessaires à sa subsistance. Bien sûr, on ne peut pas tuer pour une voiture, mais il y a des biens qui sont absolument vitaux. On pourrait même devancer, disent les moralistes, eh bien, dans certains cas, l'adversaire, si c'était la seule issue pour se défendre soi-même ou les siens d'une agression certaine. Par contre, si bien sûr pour défendre sa vie, il suffit de fuir, de se cacher ou de blesser simplement l'agresseur, on n'a pas le droit de le tuer. Remarquons bien que la légitimité morale de la légitime défense n'est pas fondée sur la faute subjective d'autrui, mais sur le fait objectif de l'injuste agression, de l'injustice de l'agression. Donc la légitime défense reste donc licite, même dans le cas d'une attaque injuste commise par un fou. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais ce qu'il fait n'est pas juste. J'ai le droit de me défendre. Ou d'une personne endoctrinée, ou d'une personne abusée, ou d'une personne qui serait ivre. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle le regretterait si elle le savait, mais ce qu'elle fait là est injuste, et j'ai le droit de me défendre. Et la médecine, qui doit être au service de la vie, en aidant, en soignant, eh bien, doit d'abord veiller à ne pas nuire et à ne pas tuer la vie. C'est son premier devoir avant même de guérir. Pourquoi est-ce que vous allez refuser de vous faire vacciner? Bonjour, vous allez bien? Moi, effectivement, je suis médecin à Marseille. Quand disent vos confrères, ils vous comprennent ou pas? Non. Alors, je vais essayer de visser quelque chose dans votre tête, en fait, le visser dans votre crâne. Il y a deux principes fondamentaux en médecine qui datent d'Hippocrate. Et le premier, c'est d'abord ne pas nuire, primum non nocere. Et le deuxième, c'est de peser la balance des bénéfices et des risques. Qu'est-ce que ça veut dire peser la balance des bénéfices et des risques? Ça veut dire, est-ce que vous prendriez un avion pour New York dont vous n'êtes pas absolument sûr que son train d'atterrissage fonctionne? Ça, c'est le risque. Et puis, pour ce qui est du bénéfice, c'est est-ce que vous prendriez un avion pour New York s'il risque d'aller à Moscou ou Chicoutimi? Alors, sur quoi reposent vos connaissances sur cette injection d'ARN messager que vous appelez vaccin? En fait, pour le moment, sur de la propagande disruptive du gouvernement, des médias et de l'industrie pharmaceutique. Pfizer, qui est cette entreprise philanthrope, bienfaitrice de l'humanité, désintéressée, qui a été condamnée à 2,3 milliards d'euros d'amende pour falsification de données, publicité mensongère et commission occulte en 2009. Qu'est-ce que ça veut dire commission occulte? Ça veut dire des valises de billets, de manière un peu imagée, pour des responsables, des dirigeants et des leaders d'opinion. Qui a été condamné ces 10 dernières années à des millions d'euros d'amende pour les mêmes choses. Vos arguments, merci beaucoup. Et oui. Malheureusement, il y a des docteurs, des responsables de santé dont le but n'est pas de soigner, mais de s'enrichir, et dont la place n'est pas sur les plateaux de télévision, mais plutôt en prison. Donc il faut bien être conscient que si une blouse blanche va à l'encontre de la finalité morale de sa profession, eh bien nous sommes en état de légitime défense. Non mais dis donc, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous m'avez injecté comme saleté? Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous m'avez injecté comme saleté? Je suis en consultation, je vous ordonne de quitter mon cabinet. Un cabinet? Faut me remettre debout tout de suite, docteur. Oui, bien sûr. Il faut aussi réaliser que la vie des hommes ne compte pas pour les serviteurs de Mammon, qui ont pris les postes de gouvernement des nations apostates. Les États modernes, démocratiques et contre le Christ sont prêts à sacrifier leur population avec la même facilité qu'ils permettent de tuer des enfants innocents dans le ventre de leur mère ou des vieux dans les hôpitaux ou des maisons de retraite. Nous sommes de plus en plus confrontés, exposés à une mafia cruelle, sanguinaire, assoiffée de pouvoir et au service du diable en fin de compte, et qui est prête à tout pour dominer le monde. Nous l'avons déjà dit en d'autres vidéos, le pouvoir politique des États n'existe quasiment plus. C'est une façade, c'est du théâtre. Ils ne sont ils ne font que cacher la réalité du pouvoir profond qui est financier, apatride, cosmopolite et antichrist. On voit bien que finalement, c'est pas les gouvernants qui décident.
Dans cette pandémie, le gouvernement ne décide rien. Il y a des intérêts financiers derrière qui font que ça s'appelle du lobbying, en fait. Faut pas avoir peur des mots, hein. Bref, nous sommes face à des pouvoirs tyranniques. Et comme l'écrivait saint Thomas, le gouvernement tyrannique n'est pas juste, n'étant pas ordonné au bien public, mais au bien particulier du gouvernant, comme le montre Aristote au livre 3 de la Politique, chapitre 5, et au livre 8 de l'Éthique, chapitre 10. Et aussi, le renversement de ce régime n'a pas le caractère d'une sédition, hors le cas où le renversement se ferait avec tant de désordre qu'il entraînerait pour le pays plus de dommages que la tyrannie même. Mais c'est bien plutôt le tyran qui est séditieux, en entraînant discorde et sédition dans le peuple qui lui est soumis, afin de pouvoir plus sûrement le dominer. Donc toutes les lois humaines et divines reconnaissent le droit à la légitime défense. C'est en effet une maxime qui apparaît fréquemment dans les décrétales des papes comme Innocent IV ou Alexandre III. La force, la violence, toutes les lois, disent ces décrétales, toutes les lois, tous les serments reconnaissent la permission de rejeter, de repousser la violence par la violence par la force. Et une décrétale de d'Innocent III ajoute même cette clause qui est une justification, qu'il ne faut bien sûr non pas le faire pour la vengeance, mais pour chasser l'injure, de manière défensive. Et là, tous les moralistes sont d'accord sur ce point. Que si une multitude de citoyens résiste à un abus énorme et manifeste du pouvoir, on ne peut pas dire qu'il résiste à l'autorité, car Dieu ne donne pas le droit de tyranniser. Donc si on arrive à s'abstraire du bruit médiatique et de la propagande d'État, eh bien on est obligé de conclure à l'absence réelle de pandémie Covid-19. Le monde a juste subi une épidémie saisonnière dont le taux de mortalité est comparable à celui des grippes saisonnières. Par exemple, en 2017, en France, l'excès de décès dû à des complications survenues pour la grippe était de 21 000 morts. Et on n'en a pas, et la société n'a pas arrêté de tourner pour autant. Et quand on compare les chiffres du Covid, même surestimés, aux chiffres de la grippe saisonnière ou d'autres causes de décès en France, comme par exemple dû au tabac, 70 000 morts par an, ou alors pour les maladies cardiovasculaires, on a 200 000 morts par an. Bon, on se rend compte en fait que le virus du Covid-19 n'avait rien d'effrayant pour le bien commun. Pour la personne qui est malade, c'est autre chose. En tout cas, la mortalité vient surtout d'une politique criminelle, d'un système hospitalier qui est dégradé, et puis qui est saturé par une immigration contrôlée et provoquée. Bien que l'épidémie soit donc globalement terminée depuis longtemps, dans la plupart des pays de la planète, les États privent encore leur peuple de leur liberté, au point d'empêcher les gens de vivre, et même de travailler, donc de vivre. En France, on a fait tout cela alors que 84% des personnes décédées en raison des complications liées au Covid-19 présentaient tous au moins une comorbidité. Donc, c'est-à-dire que une pathologie grave qui pouvait être cause de la mort et non pas du Covid. Une pathologie grave qui a pu être cause de la mort avec le Covid, mais pas du Covid. On a, bien sûr, les problèmes cardiaques, 36%, 30% pour le diabète et 32% pour les problèmes pulmonaires. Et tout ça pour un âge moyen de mortalité de 84 ans, alors que l'espérance de vie est de 82 ans. Donc il n'y avait absolument aucune raison de s'effrayer et aucune justification d'arrêter la vie sociale. Aucune. Bref, l'épidémie du Covid-19 était médicalement un événement mineur à l'échelle de la planète. Par contre, elle a été et elle est un événement économique capital majeur et destructeur et qui a permis le hold-up mondial de la part de la piraterie financière, cosmopolite et apatride. On sait par qui le crime est venu, mais on ne sait pas encore à qui a profité le crime. Il y a des hasards que cette panique soudaine au niveau global, au niveau du monde occidental, cette paralysie soudaine de l'économie, cette mise sous séquestre de l'économie, cette interdiction de sortir de chez soi, est intervenue en même temps que qu'une des plus grandes crises financières qu'on ait jamais vues. Je vous rappelle que, un peu avant la proclamation de ce bouclage, la bourse française a perdu 40% de sa valeur. Idem aux États-Unis. Il y a eu un effondrement total des cours. Effondrement qui succédait à quelques semaines près l'effondrement des cours du brut, cours pétrolier.
l'économie mondiale était en train d'entrer en récession, et en fait bien plus. Et soudainement, à quelques jours près, miracle, la pandémie. La pandémie arrive, la rumeur court, elle s'amplifie, les médias commencent à faire peur, les bourses commencent à dégringoler, etc. Bon. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Là, ça c'est une annonce il y a quelques jours, de la part des banques centrales, tant la Federal Reserve américaine que la Banque centrale européenne, ils allaient acheter les entreprises. Les nationaliser. Alors en fait, elles ne sont pas tout à fait nationalisées, parce que la Fed est une entité privée, qui officiellement agit pour le compte de l'État américain, mais qui en fait est un ensemble de banques privées. Donc ce qui est en train de se passer aux États-Unis est sans précédent, puisque la Federal Reserve a réussi à racheter les entreprises américaines en imprimant de l'argent à partir de rien. Ça a été ils ont bien spécifié, hein. Volume d'argent illimité, il n'y aura pas de plafond. Donc, ceux qui tiennent la planche à billets aux États-Unis ont dit il n'y aura pas de plafond. Et avec l'argent qu'on va générer, on va racheter toutes les entreprises. C'est un hold-up inédit. La totalité des marchés américains est maintenant contrôlée par un cartel bancaire qui peut maintenant fixer les prix. C'est une mise sous séquestre au profit d'un cartel bancaire de la totalité de l'économie occidentale. Et ça a été rendu possible grâce à une panique générée artificiellement. Le Covid-19 est donc une imposture, un prétexte sanitaire pour nous réduire en esclavage politique et économique. C'est des thèses qui datent des années 50 au moins. Le nouvel ordre mondial, le complot mondialiste. Vous avez un gouvernement mondial. Il faut viser le gouvernement mondial. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Quand vous incriminez Bill Gates, les Rockefeller, le Bilderberg, le Forum de Davos et Jacques Attali. Jacques Attali qui publiait un livre qui s'appelle La crise et après, livre dans lequel il consacrait donc 2 pages à une pandémie incontrôlable. We can build the 21st century world order. De trouver ensemble un nouvel équilibre mondial. Vous défendez la thèse d'un complot mondial criminel. Autre chose est la rébellion. Autre chose, la résistance aux lois injustes et à leur exécution. Que si on vous fait une violence évidemment injuste, ce n'est plus à l'autorité. C'est à l'injuste violence que vous résistez. Maintenant, quand et dans quelle mesure il sera permis de repousser par la force une violence évidemment injuste, exercée au nom et avec l'appareil de la puissance publique, cela dépendra du succès qu'on peut en espérer, et des maux peut-être plus grands que la résistance pourrait attirer sur le pays. Vous le savez, le banquier Macron est en guerre, il nous l'a dit, hein, et son peuple innocent et globalement en bonne santé est assigné à résidence régulièrement jusqu'à ce que le pays soit entièrement ruiné et même piqué. Il y aura une première campagne de vaccination qui, elle, sera très ciblée, avec des vaccins de première génération sur lesquels on a peu de recul, et on aura vraisemblablement une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin, qui, elle, sera plus large et plus grand public. Des étapes successives seront présentées afin progressivement de permettre la vaccination du plus grand nombre. Vous le voyez, le retour à la normale ne sera donc pas pour demain. Autre chose est la rébellion, autre chose la résistance aux lois injustes et à leur exécution. Quand une violence évidemment injuste est exercée par ceux qui détiennent la puissance légitime, le cas est semblable à celui d'une violence exercée par des brigands. Et ainsi, de même qu'il est permis de résister aux brigands, de même, il est permis, en pareil cas, de résister aux mauvais princes. Je pense que c'est contre-productif de rendre le vaccin obligatoire sur des vaccins qu'on connaît mal, sur une pathologie. Mais justement, quand on dit on ne connaît pas tout sur les vaccins, ça peut être aussi quelque part, moi je me dis en tant que citoyen, si on me dit ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant quelque part. Est-ce qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour rassurer les gens de se dire, bon, voilà, il n'y a pas... Non, on ne les a pas. On ne les a pas. Mais on lance quand même le programme vaccinal sans aucune nécessité sanitaire. Et là, remarquez-le bien, il n'y a plus de principe de précaution. Par contre, on a interdit l'hydroxychloroquine, un médicament bien connu et sans effet secondaire majeur, au nom de ce même principe. Cherchez l'erreur. En ce qui concerne le vaccin de Moderna, je vous rappelle qu'il s'agit quand même de contrôler une technologie qui n'a encore jamais été éprouvée sur l'homme, le fameux ARN messager. Alors moralement, nous n'avons pas le droit de gaspiller notre santé et notre intégrité corporelle en acceptant de devenir un cobaye des laboratoires Pfizer et Moderna. On n'a pas le droit de se soumettre à une thérapie génique alors qu'on n'est pas malade.
Et comme le disait la généticienne Alexandra Henrion-Code, qui est une spécialiste mondiale de ces thérapies géniques à TV Liberté, administrer de l'ARN à des individus sains me paraît de l'ordre de la folie. Et coopérer à de telles folies, eh bien, c'est commettre un péché grave moralement. Nous avons le devoir en conscience de rejeter ce programme de santé que l'État veut nous imposer, parce qu'il n'est pas un programme de santé, mais c'est une expérimentation à grande échelle de la population, qui va devenir le cobaye des labos et les victimes de la mafia financière. Vous vous rendez compte, on n'a même pas encore les études, quoi. C'est-à-dire on parle de choses qui restent vues à travers des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Vous savez, c'est un vaccin d'un type unique, c'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle nulle part dans le monde. Donc le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire des vaccins à base de matériel génétique, ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Un tyran qui, injustement, cherche à causer aux citoyens des maux très graves. Il est permis de résister activement dans l'acte même de l'agression, c'est-à-dire par la force armée. Qu'il soit permis à chaque citoyen de résister activement et par la force, au moins s'il s'agit de défendre sa vie et l'intégrité de son corps. À un prince qui cherche à lui causer un préjudice évidemment injuste et grave, et de l'empêcher d'accomplir sa volonté, c'est l'opinion à peu près commune des théologiens. N'importe qui a en effet le droit de se défendre de toutes ses forces contre n'importe quel injuste agresseur dans l'acte même de l'agression. Les citoyens peuvent donc se prêter main forte les uns aux autres contre l'injuste agression du roi ou de ses agents, et de se liguer dans ce but par un traité. Pour cela, en effet, point n'est besoin chez eux de la souveraine puissance. Les sujets ne jugent pas, ni ne déposent le souverain, mais ils ne font que se défendre, eux et leurs biens. Ces principes valent en droit, et à ne regarder les choses que dans l'abstrait. Dans le concret, par accident, il arrivera souvent que pareille défense entraînerait de plus grands maux, et qu'il faille s'en abstenir. Il y a des risques dans le vaccin. Il y a le risque d'emballement du système d'anticorps. Il y a le potentiel modification épigénétique. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas vues. On vous fait une histoire avec la chloroquine, dont il paraît que c'est pas prouvé, etc. On fait des histoires incommensurables avec un traitement vieux de près de 100 ans. Et là, on vient effectivement donner son adhésion à un vaccin avec une innovation thérapeutique dont personne ne maîtrise la nature, mais on est devenu complètement fou. On est dans un état où on est malhonnête, où on est juste complètement fou. Mais c'est l'un ou l'autre. La tyrannie habituelle est grave. En violant le pacte fondamental, détruit le titre du pouvoir. 4 conditions cependant sont requises pour que soit licite la résistance active. Premièrement, qu'il ne reste aucun autre moyen efficace d'enrayer la tyrannie. Par exemple, prière, exhortation, résistance passive, qui toutes doivent être essayées au préalable. Deuxièmement, que la tyrannie soit manifeste de l'aveu général des hommes sages et honnêtes. Troisièmement, qu'il y ait chance probable de succès. Quatrièmement, qu'il y ait lieu de croire que de la chute du tyran ne sortiront pas des maux plus graves. Avec Bellarmine, Suarez, Balmès, Bianchi, avec toute l'école du passé, nous disons que la résistance active est licite sous les 4 conditions précitées, quand le tyran machine la ruine de l'État. Voilà, donc cette répression, en fait, là, elle apparaît au grand jour, mais elle est subie par des journalistes, par des enseignants, par des soignants, et par les gilets jaunes, bien sûr, depuis maintenant 2 ans. De A jusqu'à Z, c'est des tordus au pouvoir. C'est vraiment des tordus. On est dans la perversion paranoïaque pure et dure, et dans un déferlement totalitaire de gens paranoïaques. Donc on le savait que le pouvoir et l'argent drainaient les paranoïaques, mais là on est à un niveau où je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Mais la personne qui fait encore confiance à ce gouvernement, c'est qu'elle souffre d'un vrai problème psychiatrique. C'est-à-dire que c'est une décompensation psychiatrique. C'est impossible autrement. Alors si vous me demandez, est-ce que j'ai confiance dans ce gouvernement pour quoi que ce soit, la réponse est non. Absolument pour rien, et encore moins pour la vaccination. Absolument pas. Dans ce cas, il n'y a pas de résistance à l'autorité, mais à la violence. Non pas au droit, mais à l'abus du droit. Non pas au prince, mais à l'injuste agresseur et transgresseur de nos droits dans l'acte même de son agression. Ces principes trouvent aussi leur application dans le cas du régime démocratique. En effet, la tyrannie exercée par le peuple lui-même, ou au nom du peuple, est beaucoup plus oppressive et redoutable que celle exercée par un prince. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Regardez comme c'est bon. Oh non, plus tard, plus tard.
Je vais vous faire 2 petites piqûres pour vous donner de l'appétit. Ah non, pas de piqûre, hein. C'est impossible. Le médecin me l'avait promis. C'est lui qui les a ordonnées. Menteuse. Pas de piqûre, je ne supporte pas les piqûres. Docteur. Piqueuse. Docteur. 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 Ah bah tu vas déjà mieux. Il y en a encore une, monsieur Duchemin. Encore une. Encore une. Tu es pas Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Il faut encore observer que le plus légitime des gouvernements perdrait sa légitimité s'il venait à se changer en ennemi public. Si, au lieu de poursuivre le bien commun, il se retournait contre lui, employant à détruire la puissance qui lui est donnée pour édifier. Alors concluons. La légitime défense est le droit que possède la victime d'une injuste agression de défendre elle-même sa vie par la force contre l'agresseur, quand il ne lui est pas possible de faire appel à l'autorité sociale normalement chargée d'assurer le maintien de l'ordre public. Afin de sauvegarder sa propre vie, la victime de l'agression peut, si c'est nécessaire, aller jusqu'à frapper de mort l'agresseur. Donc pour être légitime, la défense doit remplir plusieurs conditions que nous avons vues et que nous rappelons. D'abord, le droit de la victime à la vie. Je dis pas, il ne faut pas bien sûr être nous-mêmes un criminel pour chasser. Il faut que l'agression soit injuste, évidemment. Et troisièmement, il faut que la vie de la personne attaquée soit véritablement en danger, maintenant. Quatrièmement, la victime de l'agression ne peut pas tuer son agresseur, à moins qu'elle n'ait pas d'autres moyens d'échapper à l'agression. Et enfin, on ne doit pas avoir d'autre intention que de celle de se défendre. Sinon, on ferait un acte de vengeance, de justice indue. Ce n'est pas à nous de juger les gens, mais par contre, c'est à nous de défendre notre vie. Ça, on en a le droit. Donc on doit le faire, non pas par vengeance, mais par esprit de défense. Alors, à nos futurs agresseurs, et à bon entendeur, salut. Merci, à une prochaine fois. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Pas sans le moindre incident. Je viens vous retrouver. On n'a pas besoin d'avoir un vaccin dans les fesses et un cacheton tous les jours pour juste avoir le droit de vivre. Non, en fait, on n'a pas besoin de ça. Donc aujourd'hui, là, on fait notre immunité, tous ensemble. Et il faut sortir du labyrinthe pour regarder où est-ce qu'on nous emmène. On nous emmène vers une tyrannie, purement et simplement. Technosanitariste, ça veut dire technologique. Il faudrait que vous ayez sans cesse des puces, des pilules, des trucs. Ils nous tuent à petit feu. Et ils mangent la vie à tous les endroits où elle naît. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas besoin d'être masqués, ils sont pas malades, ils sont pas vecteurs, ils sont pas contaminants. C'est vrai conflit d'intérêts à tous les étages, et ils vont sortir. Et ils sont déjà en train de sortir. Donc c'est à nous de reprendre le pouvoir en fait. Et de sortir de la colère derrière nos écrans. On nous a confinés derrière des écrans. Donc il ne s'agit pas non plus de revenir en arrière. Il s'agit de péter le labyrinthe et de sortir par une autre porte. Tout est en train de s'effondrer, de s'effilocher. La police est en train de s'effondrer.